Et ces transparents-là, vous pouvez les obtenir, évidemment. Non, c'est bon. On voit pas. Il y a une partie qui est coupée, mais c'est pas très grave. Donc, on a parlé des problèmes inverses. Je pense qu'une partie donc, de ces transparents-là, je vous avais déjà montré. Donc, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Donc, nous avons parlé donc, des problèmes inverses. Je vous rappelle le code de couleur. Rouge, c'est inconnu. En bleu, c'est les observations. Nous avons pris donc 3 exemples. Donc, les convolutions du signaux, restauration d'image et reconstruction d'image. Pour l'exemple des convolutions, je vous en avais parlé donc, de l'exemple du thermomètre. Et nous avons vu comment décrire les choses. Ici, je vous avais donné donc, un exemple. J'avais commenté déjà tout ça, donc je vais aller rapidement. Pour le problème d'imagerie, on avait dit donc un appareil photo, un instrument, l'entrée, la sortie, et de nouveau les mêmes problématiques. Ici, il y avait des exemples. Problème de reconstruction d'image, je passe. Ça, c'était donc un exemple d'un problème inverse en imagerie micro-ondes ou en ultrasons, où le problème était non linéaire. Ça, c'était les détails donc, des applications en lien avec l'imagerie médicale, par exemple. Je passe encore rapidement sur ces différentes applications. En résumé, nous avons vu qu'on s'intéressait à des problèmes inverses linéaires, où la relation entre G et F était linéaire. Merci. Nous avons parlé donc des méthodes analytiques, je ne vais pas le détailler plus. Nous avons parlé donc en particulier des méthodes analytiques, nous avons mentionné donc l'application tomographie, nous avons parlé donc des différentes méthodes de tomographie. Nous avons parlé des méthodes paramétriques, vous vous rappelez, lorsque l'objet ou l'image pouvait s'écrire en fonction de... Comment? C'est coupé un petit peu, non? Donc, pouvait s'écrire en fonction d'un nombre fini de paramètres, et ensuite les méthodes non paramétriques, et on arrivait à la relation G égale HF plus epsilon, et c'est ça que nous avons détaillé. Nous avons parlé donc de ce qu'on appelle les méthodes d'une manière générale data matching. D'une manière générale, on chercherait à minimiser une distance entre l'observation et la sortie du modèle. Entre autres, la méthode de moindre carré, on en avait parlé, mais on avait dit qu'il y avait d'autres distances, mais de toute façon, ces méthodes-là ne donnaient pas satisfaction. Nous avons parlé de la régularisation, donc ce matin j'ai rappelé donc de nouveau, où on chercherait à minimiser donc deux distances, la somme de deux critères. Et ensuite, nous sommes arrivés donc à des méthodes probabilistes. Je vous ai parlé donc de méthodes de maximum de ressemblance et bayésien. Les autres méthodes qui sont entre, on n'en a pas parlé pour l'instant, peut-être qu'on reviendra par la suite. Dans l'approche bayésienne, l'idée c'était de dire je dois calculer, obtenir l'expression de la loi a posteriori, donc en termes de la vraisemblance de la loi a priori, et ensuite on a mentionné donc deux estimateurs, maximum a posteriori et ensuite espérance a posteriori. Pour le cas gaussien, nous avons vu qu'on retrouve la notion de régularisation. Et pour le cas plus général, lorsque le bruit est gaussien, ce terme-là, il restera toujours G-HF au carré, parce que le modèle est linéaire. Et ce terme-là dépendrait, alors ça c'est pour le cas de l'estimation au sens de maximum a posteriori. Vous vous rappelez, on avait dit que lorsqu'on cherche l'estimateur au sens de maximum a posteriori, on n'aurait qu'à optimiser un critère. Et là, ici, j'étais en train de vous décrire quelle est la forme de ce critère. Cette partie de critère vient donc de la modélisation donc des incertitudes de mesure, de bruit, et cette partie vient donc de l'a priori. Et les exemples qu'on vient de voir, pour le cas de modèles séparables, c'est un petit peu donc la situation qui est encore au tableau. Pour le cas de modèles séparables, lorsqu'on est gaussien, lorsqu'on est gamma, lorsqu'on est bêta, lorsqu'on est gaussien généralisé, voici donc les situations. Quelle va être l'expression de oméga de f qui est là-bas? Oméga de f, rappelez-vous,
c'est quoi? C'est le logarithme de P de F. La loi a posteriori est le produit proportionnel à la terme de ressemblance. Le terme de ressemblance, c'est donc ça. Et le terme de régularisation, c'est en fait le logarithme, moins le logarithme, pardon, moins le logarithme donc, de la loi a priori. Et en fonction donc des différents choix, loi gaussienne, loi gamma. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout simplement que ce terme-là, qui est le logarithme donc, de la loi, les expressions, vous voyez donc des choses qui pouvaient donner, ici ou ici, c'est différent. En tout cas, lorsque le modèle a priori est séparable, dans l'expression de oméga de f s'écrit sous forme de toujours somme sur j d'une fonction, d'une ou d'autres fonctions, qui ne dépendent que de composantes fj, des monômes fj. Ils ne dépendent pas donc des voisinages. Et finalement, le modèle markovien, c'est encore la situation qui est encore au tableau, où ici, vous avez une fonction, ce que j'ai marqué ici. Vous avez donc ici. Et la fonction phi, qui est donc, on appelle ça la fonction potentielle, et l'expression donc d'oméga, dans ce cas, ça veut bien ça. Aussi, oui. Pour le deuxième cas, gamma, oui. oméga f, c'est peut-être la somme de fg, je crois. La somme, c'est. Alors oui, effectivement, cette somme est valable pour l'ensemble. Effectivement, ou bien ici, il faut mettre les trois fois somme de fg. Donc là, c'est effectivement. Ben, la fonction. Alors, les fonctions phi, je vous ai parlé donc des modèles markoviens. Ben, pour le cas gaussien, vous avez vu que la fonction phi, c'est une fonction qui est t au carré. Et alors après, il y a eu un très grand nombre de travaux qui ont proposé d'autres fonctions phi. Parmi ces fonctions phi, on parle des fonctions convexes et des fonctions non convexes. Pour les expressions, vous le trouverez donc sur le transparent. Je pense que la dernière fois aussi, je vous en avais déjà parlé donc, de l'existence des différents modèles markoviens non gaussiens. Qui dit non gaussien, ça veut dire la fonction phi, c'est autre chose que t puissance 2. Et il y a eu un très très grand nombre de travaux qui ont été faits sur les modèles markoviens, mais non gaussiens, avec les propriétés plus ou moins importantes donc, dans le domaine de traitement d'image. On reviendra donc, comme je vous ai dit, donc, sur ces modèles markoviens un peu plus tard. Bon, en résumé, maximum a posteriori, c'est la régularisation, mais il y a aussi l'espérance a posteriori. D'accord? Et alors, un autre sujet que je n'ai pas encore abordé, c'est la notion donc, de marginalisation. Lorsque parmi les grandeurs à estimer, il y a une partie des grandeurs, on ne s'intéresse pas. Il y a la notion de marginalisation, je vous en parlerai donc un peu plus en détail. Et d'autre part, donc le point important, c'est que dans ces modèles probabilistes, on a beaucoup plus que juste une solution. On peut s'en servir de la loi a posteriori pour mettre les barres d'erreur et mesurer donc les degrés d'incertitude sur la solution. Alors, il y a sur les aspects calcul, on va revenir dans d'autres cours sur les différentes méthodes de calcul bayésien. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup abordé. Là, exactement, donc tout à l'heure, je vous avais parlé, juste avant d'arrêter le cours, je vous ai parlé donc des paramètres, parce que si vous regardez dans n'importe lequel donc, de ces modèles-là qu'on vient donc d'évoquer, il y a un certain nombre de paramètres. On définit par exemple un modèle gaussien, mais un modèle gaussien dépend donc de paramètres minimum, c'est quoi? C'est la variance qui est commune. Si c'est un gaussien Gauss-Markov, il faut aussi définir évidemment donc, les corrélations. Mais quels que soient donc ces modèles-là, il y a des paramètres. Donc, ce terme-là, qui est donc le terme de vraisemblance, il dépend aussi d'un certain nombre de paramètres. Exemple, la variance de bruit. Ce terme-là, qui est l'a priori, va dépendre aussi d'un ensemble donc, de paramètres, θ2. L'ensemble donc de θ et θ2, je pourrais l'appeler θ, et évidemment, dans un problème réel, on doit estimer aussi ces paramètres. Alors, pour estimer ces paramètres, ben, c'est là, donc le point que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est que ce n'est pas. Ce qui est intéressant donc, dans l'approche bayésienne, c'est
tout ce qui est inconnu, là ici j'ai choisi la couleur rouge pour bien préciser donc ce qui est inconnu, tout ce qui est inconnu, on va essayer d'obtenir la loi de probabilité de tout ce qui est inconnu, connaissant tout ce qui est connu. Tout ce qui est connu, c'est essentiellement l'observation et le modèle. Donc on écrit la règle de Bayes. La règle de Bayes, on retrouve donc le terme de vraisemblance, le terme de l'a priori, et c'est là que de nouveau il faut ajouter, il faut aussi traduire notre connaissance sur ces paramètres par de nouveau une loi a priori. Et c'est là de nouveau les mêmes discussions pourraient jaillir. Comment décrire notre connaissance a priori sur les paramètres. Bon, je reviendrai sur ce point-là, mais imaginons pour l'instant que ceci est fait. Si ceci est fait, je peux calculer donc l'expression de la loi a posteriori de tous les infinis, les grandeurs auxquelles je m'intéresse et les grandeurs paramètres qui sont connus qu'il faudra aussi déterminer. Alors, le mot marginalisation de tout à l'heure, c'est que il y a des situations dans lesquelles où finalement ces paramètres-là, je ne suis pas intéressé réellement. Mon objectif, c'est de trouver f. La variance de bruit, c'est un paramètre secondaire auquel je ne suis pas intéressé. L'idée de marginalisation, c'est quoi? L'idée de marginalisation, c'est que, alors, l'estimation jointe, j'en avais déjà parlé, donc évidemment, c'est une solution, mais cette estimation jointe nécessite optimisation par rapport à deux jeux de paramètres. Bon, ça c'est... Il faut après, écrire seulement ça, c'est facile, mais le faire après, faire cette optimisation par rapport à f et par rapport à θ, c'est aussi nécessite pas mal d'outils qu'il faut étudier. Alors, la notion de marginalisation, c'est quoi? Là, une fois que j'ai la loi jointe de f et de θ, si j'intègre, alors là il y a une erreur, vous changez, ici c'est θ, ici c'est f, j'intègre par rapport à θ. Si je connais la loi conjointe que j'intègre par rapport à θ, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester donc f. Oui? C'est pas les mêmes variables d'intégration. Oui, c'est ça que je viens de dire, il y a une erreur. Ici c'est θ, ici c'est f. C'est changé. Donc ici, il faut intégrer par rapport à θ pour trouver la loi de f. Et ici, il faut intégrer par rapport à f pour trouver donc la loi de θ. Il faudra que je corrige donc ceci. Et donc, vous voyez que suivant que je suis intéressé à f ou que je suis intéressé par rapport à θ, à partir du moment où on connaît la loi jointe, on peut intégrer par rapport à l'autre pour trouver donc la loi a posteriori correspondante, et ensuite l'utiliser pour, par exemple, si je m'intéresse seulement à f, je calcule ça d'abord, et ensuite je l'utilise pour estimer. Et évidemment, lorsque je m'intéresse à calculer pas le maximum a posteriori, mais l'espérance a posteriori, vous voyez que ça nécessite de calculer de nouveau donc des intégrales qu'il faut calculer pour obtenir donc les résultats. Alors, il manque ici, ce sont des intégrales graves, en fait, c'est l'intégrale par rapport à f et par rapport à θ. La même chose en branche. Et donc, on vient de voir que deux points qui sont très importants. Le point numéro 1, je viens donc de vous en parler. Donc, les différentes modélisations séparables ou markoviens, séparables ou markoviens avec des variables cachées, contours ou régions, les étiquettes qui sont au tableau. Et les variables cachées aussi, ils peuvent être de nouveau markoviens ou pas markoviens. Donc, par exemple, dans cette situation-là, il peut y avoir 4 cas. Les variables même markoviens, les variables cachées markoviens, ou séparables markoviens, etc. Et pour les aspects calcul, nous reviendrons dans le prochain cours, mais pas ici. Et tous les exemples là ici, exemple 1 de Avid que je vous ai montré donc sur le cas des signaux indés, on peut étendre ça pour les images. Et exactement, la question qu'on se posait,
quel signal je cherche. Ici, c'est quelle image je cherche. D'accord. Alors, ici, exprès, j'ai pris des exemples, des situations, des images donc, de nature très différentes, dans les différentes applications qui peuvent apparaître. Ça, c'est une image photographique, ça, c'est une imagerie médicale, ça, c'est encore une autre image photographique, mais avec une scène qui est différente. Ça, c'est une image photographique, mais une image satellitaire. Ça, c'est une image, ça pourrait être par exemple une image avec un microscope qu'on regarderait donc la surface d'un objet métallique, avec les différentes graines, par exemple, ici. Et ça, c'est un objet métallique où, dans une application de contrôle instructive, on cherchait à retrouver la forme de défaut qui était à l'intérieur du métal, qui n'était pas visible donc de l'extérieur. Alors, pour chacune donc de ça, pour chacune donc de ces images-là, si vous prenez juste une ligne, au hasard, ou une colonne au hasard, ou bien toutes les pixels, vous les mettez à la queue de l'eau, vous obtenez un signal indé. D'accord? Si je prends donc une ligne comme ça, une colonne comme ça, ou bien une ligne comme ça, ou bien n'importe toutes les pixels mises à la queue de l'eau. Suivant donc ces images-là, vous allez retrouver les situations que je vous ai mentionnées. Une situation comme ça, une situation comme ça, une situation comme ça, une situation comme ça. Et ça résume un petit peu les choses que je vous ai écrites au tableau. Mais là, ici, effectivement, vous voyez réellement donc l'histogramme. Ici, l'histogramme est à peu près gaussien. Ici, vous voyez bien qu'un modèle double exponentiel ou un gaussien généralisé qui pourrait convenir beaucoup mieux. Ici, c'était la situation avec la discontinuité, comme je vous ai mentionné. Et ici aussi, c'est pareil, de nouveau de discontinuité, mais avec une différence près, avec une différence par rapport à ça, que les niveaux ici sont bien fixés. Vous les avez encore au tableau, donc, ces exemples. Alors, pour chacun donc, de ces exemples et de ces situations-là, évidemment, donc, on développe les différentes modèles. Bon, pour ici, effectivement, pour le cas des modèles markoviens simples, donc vous avez Gauss-Markov, vous avez Gauss-Markov généralisé, vous avez, alors, ça c'est pour les situations où on a choisi une fonction phi qui est gaussien tronqué. Alors là, c'est là qu'il faudra que je vous apporte quelques éclaircissements sur pourquoi les gens ils sont allés chercher d'autres fonctions phi de t que le cas de t au carré ou le cas de t puissance alpha. Pourquoi les gens ils sont allés chercher donc d'autres fonctions et quelles sont les raisons, surtout dans les applications en imagerie. Ça, c'est des points que je vais commenter donc tout de suite. Bien, ben là, si, peut-être dernière transparent que je vais vous montrer avant de reprendre donc, le tableau. Et là, sur cet exemple-là, c'est juste pour que vous puissiez visualiser qu'est-ce que signifie Z, qu'est-ce que signifie le contour et tout ça. Ça, c'est un exemple parlant. Là, ici, vous avez une image auquel vous êtes intéressé. Vous cherchez à obtenir cette image-là. D'accord? Ça, c'est des niveaux de gris. Ça veut dire des valeurs qui vont entre 0 et 255. Et chaque valeur de pixel a son importance dans cette application-là. Ça représente une quantité physique. Ce n'est pas une image photographique où c'est l'aspect général qui nous intéresse. Nous, là, c'est la valeur de chaque pixel à chaque endroit a un sens mathématique, un sens physique qu'il faudra étudier. Et on sent bien tout de suite que si je pars sur cette ligne-là, il y a les valeurs qui changent très 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 régulièrement. D'un seul coup, il y a un saut, et de nouveau ici, les choses changent normalement, et ici, de nouveau, il y a un saut. Et d'autre part, par exemple, je sais que toutes les pixels qui se trouvent ici, et toutes les pixels qui se trouvent ici, ils ont à peu près, leur valeur, ils ont à peu près la même moyenne, et que leur valeur autour de cette moyenne varie avec cette variance de Q. Et cette couleur-là, ça représente Z égale 1, par exemple. Après, cette couleur-là, ça représente Z égale 2.
la situation que j'ai dessinée en 1D. Ici, vous les voyez donc en 2D. Et si je regarde Z égale 1, Z égale 2, Z égale 3, Z égale K, sous forme d'une image en couleur, où chaque couleur représente le chiffre qu'il faut, ça s'appelle le codage en couleur. Ça, donc, c'est une segmentation de ça. Ça, vous avez les valeurs de F qui sont donc des valeurs réelles, ou des valeurs entre 0 et 255. Ici, vous avez la valeur de Z qui va de 1 à K couleurs. Et ça, on appelle le résultat de segmentation de cette image. Pourquoi le mot segmentation? Parce que chaque région a une couleur qui le distingue de ses voisins. Z, dans chacune de ces différentes régions, est une valeur différente pour chaque couleur. D'où le mot classification que j'ai noté là-bas. Autrement dit, toutes les pixels qui ont la couleur, dont leur Z est de couleur rouge, ils se trouvent dans la même classe, dans la même catégorie. Les pixels qui sont ici et les pixels qui sont ici, dans la même classe. Donc le mot classification et le mot segmentation, c'est parce que, effectivement, lorsque j'affiche la valeur de Z sous forme d'une image, on voit effectivement les différents segments, les différentes régions de manière distincte par rapport aux les unes par rapport aux autres. Alors, puisque je suis sur ce transparent-là, ça c'est le modèle que j'ai marqué aussi là-bas. La loi de probabilité de F connaissant Z dépend de MK et de BK, ce sont donc des paramètres. Et ce modèle-là, si vous faites la somme sur toutes les valeurs de Z possibles, et si pour chaque valeur de Z, vous définissez une loi a priori, par exemple, vous dites que la matière numéro 1 qui est représentée par la couleur rouge, sa probabilité d'apparition est de 10%, de 20%. Donc la probabilité de Z de R égale K, c'est égal à 0,4 par exemple. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez en déduire ça. Et ça, la somme de ces coefficients-là doit être égale à 1, évidemment. Et donc, vous avez ici ce qu'on appelle un modèle de mélange de Gaussien. Alors, ce modèle de mélange de Gaussien a été utilisé dans bien d'applications, partout où vous avez la notion donc, de vouloir classifier les signaux. Très souvent, on utilise ce modèle de mélange de Gaussien qui nous permet effectivement, une fois qu'on a trouvé Z, en fait, de faire l'acte de classification de Gaussien. En imagerie hyperspectrale, dans les domaines, Google, pour classer finalement donc, les différentes pages, il utilise donc un modèle de ce genre pour faire l'opération de classification des signaux, des images, n'importe quelle grandeur que vous observez, vous cherchez à faire la classification, ce modèle de mélange de Gaussien est un outil extrêmement important sur lequel on va revenir et on va détailler un petit peu donc, les cas. Bien, ben voilà, donc, et donc le mot. Alors évidemment ici vous avez F, vous avez Z, et ce qui est intéressant, alors là ici j'ai appelé C au lieu de Q qui est là-bas, c'est que si vous connaissez Z, en fait vous pouvez aussi définir le contour, c'est très simple, vous passez de là à là, tant que Z ne change pas, contour égale 0, dès que Z change, contour égale 1. Donc à partir de ça, vous pouvez très facilement obtenir ce qu'on appelle une carte des contours. Ça c'est une carte des régions, une carte des contours, et ça c'est une carte des intensités. On parle de modèle de intensité étiquette région, ou intensité contour, ou intensité étiquette région et contour. Donc c'est pour que vous visualisiez un petit peu les différentes notions mathématiques qu'on a écrites au tableau. J'ai voulu donc vous en parler. Alors, maintenant, vous voyez que si on prend par exemple F et Z, sur F, connaissant Z, vous pouvez mettre un modèle markovien ou un modèle séparable. Sur Z même, vous pouvez mettre deux modèles, un modèle séparable et un modèle markovien. Donc vous voyez que rien qu'avec ces deux-là, vous pouvez avoir 4 cas possibles. C'est les situations qui sont ici. F connaissant Z, IID, ça veut dire séparable, Z séparable, Gauss-Markov, Z séparable,
gaussien séparable, mais Z Markov. Ici, alors, pour le modèle qu'on va pouvoir l'écrire, on appelle ça modèle de Potts, je vais vous en parler, et Markov. Et donc, ces quatre modèles-là qui sont ici, je dirais, sont les modèles suffisamment riches pour pouvoir l'utiliser dans divers domaines, qui soient donc en traitement d'image, qui soient en classification, qui soient dans la finance, qui soient donc dans pas mal d'autres endroits qu'on peut utiliser donc ces genres de modèles. Et actuellement, on utilise donc ces modèles-là pour, par exemple, en application donc, de reconstruction d'image en tomographie. On essaie donc de les implémenter. Alors, quand je dis qu'on essaie de les implémenter, c'est là que je vais revenir donc au tableau pour pouvoir détailler un petit peu les difficultés donc, de calcul suivant donc la complexité du modèle appris. Okay. Bon, on va en arrêter là avec donc c'était important ici que tout ce qu'on a fait en 1D, que je vous montre donc la situation en 2D. Mais pour être un petit peu plus précis exactement sur ce dernier modèle, on va essayer donc maintenant d'utiliser la notation. On va changer légèrement la notation et on va voir comment on va pouvoir écrire cela. Donc je vais vous parler donc de ce modèle de mélange de Gaussienne un petit peu plus en détail et en même temps modèle de mélange de Gaussienne. Et quelque chose qui ira tout de suite avec, c'est le problème de l'estimation donc de ces paramètres. Alors, on est en train de... Alors, juste en même temps aussi, pour vous donner donc l'idée pourquoi la notion de classification intervient, imaginez que vous avez une suite XI de données je vais utiliser le même vocabulaire, FJ. J allant de 1 à N. On va essayer d'utiliser donc le même vocabulaire ici. Et vous savez que ces éléments de FJ sont constitués de K classes. Catégorie. Comment modéliser ça? La réponse y est déjà. Les catégories, je vais l'appeler ZJ. ZJ ne prend que des valeurs de 1 à K, K étant le nombre maximum donc des classes. Alors, lorsque je dis sont constitués de K classes, cela signifie que FJ, connaissant ZJ égale K, l'ensemble de FJ, tel que ZJ soit égal à K, je peux l'appeler FK. Et je sais que la loi de probabilité de FJ, connaissant ZJ égale K, c'est une gaussienne avec une moyenne, NK et PK. Alors, le vecteur, alors je vais exactement pour le vecteur F, c'est l'ensemble F.
vecteur FK, c'est l'ensemble de FJ tel que ZJ égale K. Bien, alors maintenant, donc si l'exemple, enfin, j'ai encore le dessin là-bas, c'est pas la peine que je le refais. À partir du moment où j'écris ça, est-ce que vous pouvez voir tout de suite que ça c'est une règle élémentaire donc, de probabilité. Si je somme sur toutes les cas possibles, d'accord? Si je somme toutes les cas possibles de P2 FJ connaissant et si je définis quelle est la probabilité pour que ZJ soit égal à K, je pourrais l'appeler ça alpha K, et ici je peux mettre alpha K. Évidemment, je connais aussi que la somme de alpha K, parce que c'est la somme des probabilités, ça doit faire égal à 1. Donc on pourrait dire que le modèle qu'on appelle le modèle de mélange de Gaussienne, c'est soit on peut l'écrire comme ça, soit on peut l'écrire à l'aide de ces trois relations qui sont ici. Alors, un problème de classification, ce serait quoi alors? Un problème de classification, c'est effectivement, imaginez que je vous donne les F, un paquet des valeurs, et la question que je vous pose, je sais qu'ils sont à 4 classes, pardon, mais maintenant la question c'est, chacune de ces valeurs-là appartient à quelle classe? Donc, en fait, il faudra déterminer Z. L'objectif, c'est de déterminer Z. Alors, pour déterminer Z, en fait, vous voyez que je dois être capable d'écrire quelle est la probabilité pour que ZJ soit égal à K, connaissant le vecteur F. Si on me donne le vecteur F, l'ensemble des données, et si je peux répondre à cette question-là, pour K égale de 1 à K, et pour J allant de 1 à N, j'ai résolu le problème. Vous êtes d'accord? Mais pour pouvoir écrire ça, en fait, il faudra que vous puissiez écrire quelle est la loi de probabilité de F, connaissant Z, multiplié par P de Z, divisé par Z. Alors, avant de pouvoir répondre à cette question-là, et avant de pouvoir déterminer un algorithme qui ferait ça, auparavant, vous voyez qu'évidemment, auparavant, il faudra que vous puissiez être capable d'estimer les alpha K, les MK et le bêta. Une fois que vous avez pu estimer alpha K, MK et BK, en fait, vous avez résolu une bonne partie de la difficulté du problème. Ensuite, vous allez pouvoir calculer ces lois de probabilité-là sans difficulté. Donc, maintenant, on va s'attarder au problème de l'estimation de l'ensemble des paramètres qui sont alpha K, MK et BK. Donc, imaginons que K alors de 1 à 3. Si le grand K est égal à 1, s'il n'y avait qu'une seule classe. Autrement dit, juste alpha 1 c'est égal à 1. M1, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on calcule ton M1, K1? Je vous donne un paquet de données. Il n'y a qu'une seule classe, c'est gaussien.
trouvez-moi donc les deux paramètres possibles, la moyenne et la variance. Élémentaire, non? Voilà. Et ça, c'est l'estimateur au sens de maximum de ressemblance. Et V1, c'est quoi? L'estimateur au sens de maximum de ressemblance, ce serait alors, dès que K est supérieur à 1, la difficulté devient plus délicate. Est-ce que vous êtes capable de trouver donc ces deux équations-là? Qu'est-ce que vous devez faire pour trouver ces deux pour trouver ces réponses-là? J'ai dit estimation sans maximum de ressemblance, ça veut dire quoi? Ben, il faudra que vous écriviez quelle est la loi de probabilité de f j connaissant θ. En fait, la loi de probabilité de l'ensemble de l'observation f connaissant θ. Ça, vous le considérez comme une fonction de θ, et l'estimation au sens de maximum de ressemblance, c'était argument qui maximise les deux. Et alors ici, b de θ, ça va faire quoi? Enfin, oui, logarithme de ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire, dans le cas d'un modèle gaussien simple, un modèle gaussien simple, mais c'est facile à trouver, P de f connaissant θ, θ ici, en fait, c'est juste n et v. Θ ici, dans notre exemple, pour k égale 1, c'est juste m1 et v1. Ça, c'est facile à écrire. C'est depuis puissance moins n, il y a n donné, oui, donc n sur 2, sigma, non, variance, j'ai appelé variance, v1 puissance moins 1,5, exponentielle 2, moins 1 sur 2 sigma au carré, v au carré, pardon, v1 au carré, de la somme de j de 1 à n de fj moins fj moins n1 au carré. Voilà. D'accord? Bon, bah alors ensuite, vous prenez le logarithme de ça, vous obtenez v de θ. Et ensuite, vous dérivez v par rapport à m1. Vous dérivez v par rapport à v1. À partir de ces deux équations-là, vous obtiendrez cette équation. Alors, pourquoi j'ai rappelé donc ça ici? Parce qu'on va essayer donc d'appliquer ça pour le cas. On va voir comment est la difficulté. Alors, pour le cas supérieur à 2, la loi de probabilité de fj connaissant θ, alors θ ici, cette fois-ci, c'est alpha 1, alpha 2, m1, m2, v1, v2, avec une contrainte supplémentaire que alpha 1 plus alpha 2 soit égal à 1. D'accord? Donc ça, c'est la somme sur k allant de 1 à 2. Après, on peut étendre très facilement donc supérieur à 2. Donc, je vais écrire le cas général. Donc ici, vous allez avoir alpha k, la gaussienne, qu'il faudra l'écrire, exponentielle, etc., de fj avec nk. Alors, tout de suite, vous allez voir que le logarithme de la somme, ça va vous poser un petit problème. Il faudra que vous écriviez le logarithme de ça. Alors, ça c'est pour un seul fj.
Et il faudra auparavant, il faudra écrire ici P de F connaissant θ. Et P de F connaissant θ, évidemment, on va supposer que tout ça c'est indépendant. Et donc, B de θ, ça va être logarithme de A. Va être ici logarithme de produit, ça va faire somme des logarithmes. Et ensuite, vous devez dériver B par rapport aux alpha k, par rapport à mk et par rapport à bêta. Alors, malheureusement, autant pour le cas k égale 1, ces deux équations-là seulement que nous avons besoin, parce que alpha 1 égale 1. Ces deux équations-là avaient une solution explicite, vous pouvez l'écrire. Dès que k est supérieur à 1, ces équations-là, on ne peut pas le résoudre de manière explicite. Et on aurait besoin d'un algorithme itératif pour pouvoir estimer alpha k. En plus, il y a une contrainte supplémentaire que j'ai oubliée. Il faut que la somme des alpha k donc lors de l'optimisation, il faudra aussi imposer cette contrainte. Alors, on peut faire ça numériquement en prenant en compte ça et obtenir quels sont voilà, à titre d'exercice, je vous demande donc de calculer, donc écrire les relations, dériver par rapport à alpha k, dériver par rapport à mk, dériver par rapport à bêta, et vous essayez de voir comment les équations s'écrivent. Évidemment, ce n'est pas très facile, mais c'est intéressant pour le facile pour vous. Alors, c'est là qu'il y a une autre technique qui va faire son apparition. Vous voyez que dans cette approche-là, en fait, la notion de Z, je l'ai pas utilisée. Et ce que je viens d'écrire, c'est une méthode de maximum de vraisemblance. Si je voulais faire bayésien, premièrement, qu'est-ce que ça changeait? Il faut que je puisse, pour faire bayésien, par rapport à vraisemblance, il faudra que je rajoute à ce terme-là le terme de l'a priori. Hein? Si je voulais faire maximum a posteriori au lieu de maximum de vraisemblance, je devrais à ce terme-là rajouter log de P de θ. C'est tout. Et refaire la même chose. Mais la question c'est, dans ce cas, il faudra que comment attribuer une loi a priori à des coefficients alpha, à des moyennes mk et à des variances θ. Donc la question c'est, évidemment, θ, c'est l'ensemble des alpha k, mk et bêta. Je peux supposer a priori que c'est indépendant, donc il faudra que je définisse quelles sont les probabilités d'alpha k, probabilité a priori mk, probabilité a priori bêta. Et une fois que j'ai cette expression-là, le reste, finalement, ça ne va pas être beaucoup plus compliqué. Une fois que j'ai défini ça, l'expression de P de θ sachant f, c'est P de f sachant θ, P de θ. Donc, P de f sachant θ, je l'ai déjà écrit. Il suffirait que je définisse P de θ. Je prends le logarithme, ça fait additionner. En fait, vous devrez rajouter juste ici un terme supplémentaire, c'est tout. Et ce terme supplémentaire, c'est logarithme de P de θ. Donc maintenant, la question c'est, que choisir pour P de θ?
Alors, θ, c'est les proportions, les moyennes et les variances. Soit vous dites, je sais, a priori, dans mon image que je cherche, je sais la proportion donc, de couleur rouge, la proportion donc, de couleur verte, la proportion de chaque matière, je le connais. Ah, si vous connaissez les proportions, ça veut dire que les alpha comme vous les connaissez. Et vous pouvez dire aussi que la matière que j'ai nommée couleur rouge, matière numéro 1, c'est du métal et je connais le coefficient d'absorption du métal. Donc je connais la valeur moyenne de l'absorption. Pareil pour, et je sais que ça peut varier évidemment d'une expérience à l'autre, d'un métal à l'autre, ça peut varier les choses. Donc soit la première situation, c'est lorsque vous connaissez la valeur de θ. La deuxième situation, c'est qu'effectivement, c'est la situation que je voudrais étudier, c'est que je ne connais pas la valeur de θ, et donc l'objectif c'est de l'estimer. Alors, si on ne connaît pas, c'est pas qu'on ne connaît pas complètement, c'est qu'on peut avoir, on renseigne des informations a priori sur ces paramètres. Alors, qu'est-ce que vous me proposez pour M? Qu'est-ce que vous proposez pour V? Qu'est-ce que vous proposez pour les alpha? M, c'est 0. Non, je cherche une loi de probabilité. Sa moyenne égale 0. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous choisissez pour chaque MK une gaussienne dont la moyenne est égale à 0 et une variance que je pourrais l'appeler de 0. Pour les variances, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, c'est là que, pour ceux qui ont suivi donc, le cours de premier semestre, nous allons parler des lois conjuguées. Des lois a priori conjuguées. Gamma. Pour les VK, oui, c'était inverse gamma. Et pour les alpha, on avait parlé pour le vecteur alpha, parce qu'il y a aussi pour les alpha, il y a aussi la contrainte pour que la somme des alpha soit égale à 1. Et ça, c'était la loi de Dirichlet. Vous vous rappelez pas? La loi de Dirichlet, c'était effectivement qui se décrit avec un paramètre alpha z, un vecteur alpha z. En fait, la loi de Dirichlet, c'est le cas, parce que chaque alpha, n'oublions pas que chaque alpha, c'est entre 0 et 1. Et la somme, ça doit faire égal à 1. En fait, la loi de Dirichlet, c'est le cas multivarié de la loi bêta. La loi bêta, c'était lorsque il y avait seulement deux valeurs. Et là, ici, donc c'est une extension. Donc voilà donc les choses, effectivement, qu'on choisirait pour les lois a priori. Et heureusement, et par chance, enfin, c'est pas par chance, c'est que ce choix-là sont faits de telle sorte que les lois a posteriori correspondantes vont être exactement comme ça. Et donc, après, tout le reste du calcul, ça peut se faire plus facilement. Comment? Et alors, maintenant vous dites, ah oui, j'aurais dû mettre ici autre chose, mais on va mettre A0. Alors, vous voyez que pour définir les lois sur les paramètres, on a de nouveau introduit de nouveaux paramètres. Bon, évidemment, on peut continuer, mais en général, on s'arrête là. Et ça, on les appelle les hyperparamètres. Hyperparamètres. D'accord? Donc, les V0, alpha 0, bêta 0 et A0, on les fixe. Sinon, ça devient... Voilà. C'est toujours, effectivement, on peut aller plus loin, mais à un second niveau, ça suffit. Les valeurs de V0, alpha 0, bêta 0 et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut se fixer. Par exemple, les moyennes, quelle que soit l'application, lorsque vous savez qu'il y a 3 ou 4 matières,
les ordres de grandeur, vous avez. Donc c'est vraiment des paramètres de second niveau qu'on les fixe. Alors, voilà, donc à partir de là, j'ai P de θ, je peux calculer P de θ sachant F, mais ça n'empêche que, après, il faut trouver le maximum. Mais pour trouver le maximum, vous allez voir que ces équations-là, il faut l'écrire. Malheureusement, il n'y a pas de solution explicite. Il faut utiliser des algorithmes itératifs pour y aller. Bon, en tout cas, la méthode, vous l'avez. Alors, la méthode, vous l'avez, mais dans cette approche-là que je viens de vous décrire, en fait, on n'a pas utilisé la notion de variable cachée. Et si vous vous rappelez, ce n'est pas les valeurs de θ qui m'intéressent. Si, ils m'intéressent aussi, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'était, j'ai effacé, c'était la probabilité que Zj soit égal à K connaissant F. Donc, ce qui m'intéressait, c'était des variables cachées, en fait. Ces paramètres-là, ils vont intervenir. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser aussi, ces variables cachées, dans un processus dans lequel l'objectif, ce serait de trouver à la fois Z, à la fois θ, connaissant? Autrement dit, on va l'écrire ici, P de F connaissant Z et θ, P de Z, oui, voilà, c'est tout. Alors, les Z vont dépendre bien sûr d'une partie des θ. Je vais mettre quand même θ et on va détailler un petit peu plus. Comment? Alors, P de F connaissant si. Bon, P de θ, on vient d'en parler. P de F connaissant Z et θ, on vient de parler. En fait, ici, c'est légèrement plus facile à écrire ça que ça. Je vais détailler. Je vais détailler pour Z d'abord. On a supposé que P de Zj soit égal à K soit égal à alpha K. Avec la contrainte de la somme de alpha K. Maintenant, je vais supposer, exactement, c'est là que la question se suppose. Je vais supposer que toutes les Zj, je ne vais pas rentrer dans les détails de lien entre les Zj, je vais les considérer comme indépendants. Dans ce cas, c'est facile. P de Z, ça va faire la probabilité sur toutes les J aussi. P de J, P de Z égale. Vous êtes d'accord? Alors, il manque, oui, pardon. J'ai des soucis pour cette hypothèse. Que Zj soit indépendant? Oui, c'est une hypothèse. Mais c'est parce que la somme de ce probabilité va être égal à 1, n'est-ce pas? Non, alors, la somme de alpha doit être égale à 1. Mais les Z connaissant alpha, je devrais peut-être écrire un petit peu. Les Zj connaissant les alpha K, je peux les considérer comme étant c'est vrai qu'il y a un point qui n'est peut-être pas clair. Est-ce que quelqu'un pouvait me calculer la probabilité de Z connaissant les alphas? Alors, quand je mets un bar, c'est tous les alphas.
en supposant que tous les ZJ sont indépendants. Ben, si je connais la probabilité de ZJ égale K égale alpha K, si on me donne un paquet de Z, je vais compter le nombre de fois où il y avait Z égale 1, le nombre de fois où Z égale 2, le nombre de fois où Z égale 3, etc. Et donc je vais avoir plus. Le nombre de fois où, donc ici ça va faire un produit pour il va alors produit de Z alors ça va faire alpha produit sur K de alpha K puissance alors puissance quoi? Puissance le nombre de fois où ZJ était égal à K. Comment je vais pouvoir l'écrire ça? Je vais pouvoir l'écrire delta de la somme de delta de ZJ moins K. Voici l'expression. Vous réfléchissez un petit peu. Delta, c'est soit 1, soit 0. Delta de ZJ moins K, ça veut dire le nombre de fois. La somme, ça fait la somme, le nombre de fois où ZJ est égal à K. Le nombre de fois où ZJ est égal à K, la probabilité pour qu'il soit égal à K, c'est alpha K puissance. Logarithme de ça, ça va être plus facile à écrire. Logarithme de P de Z fois alpha, ça va faire la somme sur K de log de alpha K qui multiplie somme de delta de on est d'accord? Monsieur, oui. J'ai une question. Oui. Par exemple, dans l'image, pour un point où l'image ça c'est rouge, on a de fortes chances que le point suivant soit rouge. Ça, c'est en opposition avec cette hypothèse. Vous avez parfaitement raison. Pour l'instant, je suis en train de faire tous les calculs pour le cas où cette remarque-là que vous venez de dire, je ne vais pas le prendre en compte. Parce que si je voudrais le prendre en compte, dans mon schéma, ça devient plus complexe pour le calcul. Mais on va y revenir. Effectivement, le modèle que nous avons développé, ce qui le différencie par rapport à tout ce qui se fait dans le domaine... c'est vrai que cette hypothèse, pour le cas des imageries, de l'image, évidemment, c'est aberrant. Mais par contre, si. C'est pas logique, voilà, vu qu'on parle de région, donc c'est tout à fait logique. Non, ZJ, attention, ZJ, c'est la probabilité de pixel J. Et après, ce pixel-là, il a ses voisins, etc. Et la région, c'est ici. Mais on n'avait pas dit que les ZJ, c'était des... Non, les ZJ, c'est chaque ZJ, c'est ces valeurs qu'il peut prendre. C'est de 1 à K. Oui. Mais ZJ, c'est l'étiquette du pixel numéro J. Pixel numéro J et de couleur rouge. Ah, donc J, c'est pour le pixel. Oui. C'est pas pour la région. J, c'est l'indice de pixel. L'indice de région, c'est autre chose. C'est pas J, c'est pour le pixel. J, c'est l'indice pixel. Ah oui, l'image que j'avais tout à l'heure, comment? J, c'est ça. J, c'est l'indice pixel. D'accord? Monsieur, le FJ, c'est quoi? FJ.